Merci beaucoup et bonjour à tous. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, chers professeurs, chers étudiants, distingués invités. Voilà, merci d'être là. Je voudrais, avant de commencer, rendre hommage une fois de plus au professeur Issa Ndiaye. J'ai été un de ses plus proches collaborateurs pendant 4 ans. Ce n'est pas moi, c'est la République qui connaît la valeur de cet homme-là, qui a servi ce pays, qui avait le courage de ses opinions. Moi, je le qualifie d'abord comme scientifique parce que c'est dans ce cadre que nous avons beaucoup travaillé et sa contribution a été immense dans le cadre de la connaissance du Mali. J'ajoute l'expression émergent parce qu'il a beaucoup écrit sur les questions de démocratie. Ses articles, ses œuvres, dont je citerai Silence, on démocratise et Festival des brigands, sont des contributions qui vont contribuer sans nul doute à son immortalisation. Dors en paix, cher professeur, et surtout, gloire à toi. Donc, avec votre permission, je vais introduire le thème démocratie, j'écris ton nom, de dire de la démocratie à la démocratie en crise, le dilemme malien. En fait, c'est un leitmotiv pour les hommes politiques et même pour beaucoup de chercheurs de considérer le Mali comme un pays pionnier de la démocratie en Afrique. Pour la simple raison que cette considération est appréciée à travers un certain nombre de situations. Par exemple, le jeu multipartisan, l'application de l'état de droit, la floraison d'une liberté, et j'allais dire d'une presse libre qui est gage de la liberté d'expression. La démocratie au Mali, dois-je dire, a été acquise en la faveur d'une lutte âpre contre le régime du général Moussa Traoré. Et en effet, à partir de ce régime qui a perpétré un coup d'État en 1968 a duré au pouvoir pendant 23 ans. Et au terme, n'est-ce pas, de ces 23 ans, il y a eu des situations qu'il faut souligner, notamment le vide constitutionnel et ensuite le parti unique. Voilà. Donc, fort de tout cela, le peuple s'était opposé à l'article 5 de la Constitution qui disait que le parti était unique. Mais il y a eu un problème qui a caractérisé le régime du général Moussa Traoré. C'est la signature des conventions liées au programme d'ajustement structurel, ce qui a plongé le pays dans une situation économique critique. Et cette situation économique critique a fait qu'il y a eu des retards chroniques dans le paiement des salaires. Donc cette situation aussi a ajouté, n'est-ce pas, au motif de la révolution, si vous voulez. Donc cette révolution a été menée par beaucoup d'associations, notamment la JDP. Il faut souligner, les gens ne prennent pas en compte souvent les efforts déployés par ces jeunes-là qui ont organisé, je crois, la première marche. Il y a l'ADEMA Association, le CENID et aussi l'AIM. Mais à côté de ces associations, il y a eu aussi des partis clandestins qui ont beaucoup travaillé dans l'ombre et qui ont été à l'avant-garde de la lutte contre, voilà, la lutte pour l'accès à la démocratie. Il s'agit du PMT et aussi du PMRD. Le 26 mars 1991 représente un symbole pour le peuple malien, donc un symbole qui restera une référence parce que ce symbole montre la concrétisation des aspirations du peuple malien en quête de liberté et en quête de démocratie. Le 26 mars restera un moment capital, celui de l'espoir, celui d'un changement des conditions existentielles, l'amélioration des salaires et aussi le paiement régulier de ces salaires. Le 26 mars 1991, c'est une norme matricielle pour le Mali.
qui aspire désormais à la démocratie, avec ses avantages, mais avec aussi ses nombreuses déviations, ses errements, ses balbutiements, et les incompréhensions et confusions entretenues. Et surtout l'absence d'adaptation contextuelle de cette démocratie et le comportement des hommes. J'insiste beaucoup sur le comportement des hommes, parce que le régime a beau avoir, n'est-ce pas, un contenu sophistiqué, c'est le comportement des hommes qui contribuerait à détruire, n'est-ce pas, ce contenu-là. Un pouvoir politique a beau avoir des principes qui sont bien définis à travers, n'est-ce pas, les textes, les comportements des hommes peuvent contribuer à détruire, si vous voulez, ces principes. Des questions que je me pose: comment cette démocratie autant adulée a pu conduire à des crises? Quels sont les enjeux capitaux de cette démocratie? Quels sont les maux dont elle souffre? Et quels sont les remèdes pour penser les maux? Donc, avant de répondre à cette question ou à ces questions, nous allons tenter de préciser ce qu'est la démocratie. En précisant ce qu'est la démocratie, on va dire ce que la démocratie n'est pas, bien entendu. Et nous évoquerons les conceptions de la démocratie très rapidement, brièvement, à travers les visions développées par Maurice Duverger. Nous lèverons les équivoques en ce qui concerne certaines incompréhensions de la démocratie avant de nous lancer sur deux trajectoires essentielles: le dilemme de la démocratie et puis quel regard peut-on porter encore sur cette démocratie en termes, n'est-ce pas, de solutions. Pour parler de la démocratie et de la clarification de ce concept, si vous voulez, je ne vous apprends rien. Le mot démocratie vient de deux vocables grecs, démos, qui signifie peuple, population, et kratos, qui signifie pouvoir. Donc, étymologiquement, c'est le pouvoir du peuple. Et je vais revenir sur ça. Mais il y a lieu de préciser que la démocratie doit être distinguée de l'oligarchie. La démocratie n'est pas l'oligarchie, qui est le pouvoir de quelques-uns, d'un petit groupe qui forme la classe dominante. La démocratie n'est pas la plutocratie, pouvoir des plus riches. Ce n'est pas la technocratie, même si elle peut embrasser, n'est-ce pas, cela, qui est le pouvoir des plus expérimentés. Ce n'est pas la monocratie, le pouvoir d'un seul qui débouche sur la monarchie lorsque le titulaire du pouvoir, le monarque, le détient, l'exerce au travers des règles qui le dépassent lui-même, ou sur la tyrannie où rien ne limite la volonté ou l'action du dictateur. Donc, je reviens en disant que ce n'est pas l'oligarchie, ce n'est pas la plutocratie, ce n'est pas la technocratie, ce n'est pas la monocratie. La démocratie, nous l'avons dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et là, c'est pour reprendre les conceptions développées par Lincoln. Donc, quand on dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est donc le régime où le peuple est la source profonde et la finalité suprême du pouvoir. Puisque le peuple est à la fois l'objet, j'insiste sur ça, le peuple est l'objet du pouvoir, c'est pourquoi on dit gouvernement du peuple, c'est l'objet du pouvoir, c'est le sujet du pouvoir, gouvernement par le peuple. Donc gouvernement du peuple, objet du pouvoir, gouvernement par le peuple, sujet du pouvoir. Et le peuple est la finalité du pouvoir. Donc c'est pourquoi on dit gouvernement pour le peuple. En fait, la démocratie, c'est aussi une manière de vivre, d'être, fondée sur des valeurs constituées autour de la dignité et du respect de la vie. Les différentes conceptions, j'irai très rapidement sur ce registre. J'ai retenu à travers une lecture de l'œuvre de Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, trois conceptions essentielles. La conception antique, la conception libérale et la conception marxiste. Dans la conception antique, cet éminent auteur montre que la démocratie est née en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ et sous Périclès. Donc, pendant ce moment-là, il dit qu'il y avait 240 000 âmes
à Athènes, en Grèce. Et parmi ces 240 000 personnes, âmes ou même sujets, 40 000 étaient considérés comme citoyens. Voilà. Et le titre de citoyen n'était pas obéissait à des critères. Il fallait être né de père et de mère grecs, il fallait être de sexe masculin et il fallait avoir la majorité, c'est-à-dire 18 ans. Les femmes, les enfants et les étrangers qui étaient appelés, n'est-ce pas, des métèques, étaient exclus, si vous voulez, de cette démocratie directe. Voilà, de l'exercice en tout cas du pouvoir. Les 40 000 citoyens se réunissaient sous l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'était l'Assemblée populaire. Donc, l'Assemblée populaire votait les lois, le budget, la paix, les questions de paix et de sécurité. Et j'avoue ici que c'est le prototype, n'est-ce pas, de démocratie directe. Mais sachez que parmi les 40 000 personnes, chaque année, 500 étaient choisis, qu'on appelait les boulettes, et qui devaient participer à une assemblée plus restreinte qui était appelée boulet. Et cette assemblée avait pour objectif, par exemple, de faire les propositions de loi, de les préparer et de donner son accord, n'est-ce pas, sur les principes de vote. Donc, voilà brièvement, en tout cas, la conception antique. La conception libérale de la démocratie. Cette conception met en relief le principe de la séparation du pouvoir, tel que dit par Montesquieu. Pour que l'exercice du pouvoir soit réel, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il y a aussi Jean-Jacques Rousseau qui parle du principe de la souveraineté, de la légitimité, de la citoyenneté et également de la liberté dans un espace de rationalisation sociétale. Donc, dans le cadre de cette conception, le peuple met en état la loi en faisant la paix, l'union, l'égalité entre les citoyens. Les éléments fondamentaux qu'on peut retenir de la démocratie libérale sont par exemple l'organisation des élections entre et parmi plusieurs partis, la primauté du droit dans la vie quotidienne, dans le cadre d'une société ouverte, une économie de marché avec propriété privée, le suffrage universel, l'égale protection des citoyens. C'est ce modèle libéral qui constitue un tout petit peu l'essence de la démocratie malienne. Nous allons y revenir. Il y a la dimension socialiste, et cette dimension socialiste est fondée essentiellement sur la dictature du prolétariat, comme Duverger le dit. Et la dimension socialiste a pour objectif de fonder une organisation sociale harmonieuse dans laquelle l'élément fondamental serait la lutte, n'est-ce pas, contre les injustices. Dans la théorie marxiste, la société démocratique va naître quand il y aura des actions organisées d'une classe ouvrière internationale donnant le droit de vote à l'ensemble de la population et permettant aux êtres humains d'agir sans être liés par le marché du travail. Donc voilà les trois conceptions développées, ce qui pourrait me permettre de dire dans des pans d'intervention que je ferai tout à l'heure, quel modèle le Mali, n'est-ce pas, peut choisir ou que le Mali pourrait inventer, n'est-ce pas, est-ce que le Mali pourrait inventer également, n'est-ce pas, son modèle, ce qui est fort juste possible. Maintenant, je vais vous parler de la construction démocratique au Mali sans prétention aucune. C'est un long chemin. C'est un long chemin, messieurs les ministres, chers collègues. Et je peux dire que c'est la société civile, particulièrement les femmes, les jeunes, les syndicats, qui ont exigé à partir de 1990 le respect des principes démocratiques et l'instauration du multipartisme. Avec le renversement du régime, une transition pilotée par un comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, a été mise en place et a été chargée d'amener le Mali à ce que j'appelle la modernité en le dotant d'institutions démocratiques et républicaines. Donc le Mali tournait une page de son histoire et
à partir de 1992, le Mali va voter une constitution, la charte des partis sera adoptée, la loi électorale aussi, qui vont amener le Mali vers le basculement, vers un certain basculement vers le suffrage universel qui confère légitimité et légalité. Avec l'avènement de la démocratie, on va assister à la naissance d'une pluralité de partis politiques, donc qui vont chercher à conquérir le pouvoir. Mais de mars 1992 jusqu'à mars 2012 et jusqu'à 1997, les élections, qu'elles soient présidentielles ou municipales, sont passées par le prisme de l'utilisation de l'argent, du thé et également des t-shirts. Le Mali a été quelque part, n'est-ce pas, instrumentalisé parce que le vote ne s'appuyait pas, n'est-ce pas, sur une certaine conviction. Et je pourrais dire que l'idée de militant de parti n'existe pas forcément parce que les gens avaient besoin d'électeurs. D'ailleurs, Madame le ministre, permettez que j'utilise votre expression, le bétail électoral. Ce que vous voyez, les gens poussent. On a abouti, n'est-ce pas, à une certaine jokerisation, excusez-moi, du néologisme de la vie politique. Parce que dans cette jokerisation, vous allez voir que certains citoyens, ils militent dans tous les partis. C'est pourquoi je dis joker. Aucune référence à la limite. Donc, tout, en tout cas, pour une large majorité, c'était appuyé, n'est-ce pas, sur le matériel, t-shirt, le sel, etc., etc. Dans une interview, un échange avec un chef traditionnel, j'ai un peu travaillé sur le choix des dirigeants, en accord avec l'Alliance pour la refondation de la gouvernance en Afrique. Lors d'un échange, je retiens ce que cet ancien m'a dit. Il dit, avec la démocratie, l'argent est devenu roi. Sans argent, il n'y a pas de député. Sans argent, il n'y a pas de maire. Sans argent, il n'y a pas de président de la République. Sans argent, il n'y a pas de mobilisation. Quand on analyse, n'est-ce pas, tout cela, et l'ancien dans ses analyses, il me dit qu'il y a un musellement, n'est-ce pas, de nos coutumes qui fait que, en réalité, tout passe par la bouche et tout passe, n'est-ce pas, par la poche. Et la bouche et la poche sont au-dessus, n'est-ce pas, des valeurs cardinales de notre société. Il va jusqu'à me dire que même la fonction de chef traditionnel est objet de récupération aujourd'hui, de manipulation et également de combat entre les gens, ce qui ne doit pas l'être. Et il termine en disant, il n'y a pas d'hygiène aujourd'hui, car les gens ne se portent pas sur les valeurs. Les gens populaires sont achetés. Il n'y a plus de confiance. Je parle de cette situation à partir, comme je disais tantôt, d'une étude que j'ai eu à faire au compte, n'est-ce pas, de Arga, et c'était dans les années 2016. Donc, on pourrait dire ainsi que les populations se sont mal adaptées et se sont mal appropriées en leur manière du fonctionnement moderne de cette démocratie. L'adhésion à un parti politique en ville et en campagne devient, n'est-ce pas, la même chose. Voilà, souvent, ce sont les relations affinitaires, relations de parenté, relations d'amitié, d'alliance qui influencent le choix de vote. Dans les campagnes électorales, les notabilités des villages reçoivent tous les candidats et représentants des partis avec la même déférence, acceptent les honneurs et tous les supports de campagne de tous les partis. Je m'en excuse, je voudrais relativiser, n'est-ce pas, ces propos. Parce que dans plusieurs villages, j'ai constaté cet état de fait.
état de fait qui aboutit souvent à une répartition des gens entre les partis. Voilà, état de fait qui amène le village à se retrouver toujours dans le camp, n'est-ce pas, du vainqueur. C'est pour vous dire que même les populations rurales, n'est-ce pas, sont affectées. Et cela peut porter un coup sérieux à la démocratie parce que, à travers la démocratie, le Mali a pu mettre en place un système, n'est-ce pas, de décentralisation. Et la décentralisation est le corollaire, n'est-ce pas, de la démocratie, comme Charles Debach le dit. C'est une façon d'associer le mieux possible les populations à l'exercice du pouvoir pour donner une certaine légitimité à ce pouvoir-là. Il serait capital de parler de l'apparition progressive aussi de l'idéal démocratique qui tente de prendre le contre-pied de la démocratie occidentale. Ce témoignage, je peux le faire à travers les propos d'un des présidents de la République qui a dit ceci: lorsque j'ai été supporté et soutenu par des partis politiques, je ne pouvais pas gouverner seul. J'ai rassemblé la classe politique et nous avons gouverné ensemble. Chacun au respect de sa spécificité, avec le droit de critique, de l'action. Nous avons mis en synergie la gestion concertée du pouvoir. Nous avons mis en place les bases de la démocratie, le support universel de cette démocratie. Mais nous avons mis en place notre valeur propre. Parce que nous, Africains, nous sommes consensuels. Nous aimons la médiation. Il y a toujours des points d'équilibre qui permettent à chacun de jouer son rôle. Ce qu'il faut éviter, c'est le type de démocratie occidentale. Il faut prendre ses valeurs propres de système de base universel, comme système de base universel. Nous ne sommes pas l'Occident, car la démocratie occidentale, dans certaines limites, est une démocratie d'affrontement. Et chez nous, l'affrontement ne résistera pas à l'affrontement des idées. Elle peut, je termine, nous ramener à l'affrontement des ethnies, des régions, des communautés, et cela peut avoir des conséquences extrêmement graves. J'ai fait allusion à ces propos-là pour montrer que nous avions, en tant que Maliens, le choix de pencher pour une démocratie qui sera forgée à l'aune de nos traditions et à l'aune, n'est-ce pas, de nos valeurs propres. Il y a des principes universels dont on peut se servir si on utilise la démocratie libérale, ça va. Donc, et ajouter à cela les valeurs cardinales de notre société. Je vais parler même de valeurs, n'est-ce pas, ataviques. Si on décide d'aller vers une démocratie, pour la démocratie antique, je pense que c'est quasiment impossible. Si on décide d'aller vers la démocratie, n'est-ce pas, marxiste, ça peut être, n'est-ce pas, la même chose. En tout cas, on peut mettre toujours notre touche. Cela va m'amener à certains éléments de critique de la démocratie. Voilà. Donc la démocratie malienne a été considérée comme malade par beaucoup de penseurs. Elle se trouve mutilée pour plusieurs raisons. Sans que ça soit dans l'ordre hiérarchique, je peux citer le recul de la raison. Aujourd'hui, il y a une altération du vivre démocratique par l'intégrisme religieux. Même si je considère que ce n'est pas totalement patent. Donc cette altération vise à l'établissement d'une certaine dichotomie entre la foi, n'est-ce pas, et la raison. Donc, dans certaines mosquées, quand vous priez dans certaines mosquées, ce qui se dit des pouvoirs politiques, de la démocratie, pousse carrément à la révolte. Je m'en excuse, n'est-ce pas, de dire ainsi. Là, je fais référence à Girardon, qui dit ceci: récusant les valeurs démocratiques, les intégristes veulent un retour à la pureté initiale du dogme, dont les dignitaires officiels se seraient éloignés et imposés à tous leurs pratiques au nom de la vérité dont ils sont les seuls détenteurs. Je reviens en parlant en tout cas de certaines mosquées. J'ai l'habitude d'entendre dans une mosquée que toute personne qui met un bulletin de vote dans une urne, il est sûr d'aller à l'enfer. Dans la même mosquée, un jour, malheureusement,
il a été question du fait que ce système de démocratie, bon, on peut critiquer sans nul doute, qui nous gouverne, c'est un système qui doit être carrément renversé et que les religieux doivent contribuer absolument à cela. Je voudrais m'en excuser sur ces propos-là. Deuxième chose auquel je vais faire allusion, c'est le repli de l'individu. À mon sens, il est impératif d'intégrer les populations à la communauté nationale et leur faire partager les principes humanistes qui fondent, en tout cas, la démocratie que nous aurons choisie, sans qu'ils renoncent totalement à leur culture d'origine. Ça, c'est un défi qui doit être relevé par le pouvoir et maintenir dans une certaine harmonie. Autre chose, c'est la remise en question des relations entre élites, élus, techniciens, militaires et peuple. Un constat permanent, je serai très rapide ici, c'est que les élites sont discréditées, les élus sont contestés. Voilà, les militaires d'eux-mêmes, mais souvent ils sont applaudis par l'opposition, par le commun des mortels. Et les technocrates, forts de leurs compétences, ont un certain rôle à jouer, mais souvent ils sont contestés. On assiste à l'émergence d'une pensée qui est bizarroïde et qui n'épargne, n'est-ce pas, personne. Et je pense que cette situation, il faut contribuer un tout petit peu à l'arrêter, sinon à l'amenuiser. Je trouve aussi, en termes de critique de la démocratie, que les partis politiques sont moins engagés. Pourquoi je le dis? Les partis politiques sont plus engagés pour la conquête du pouvoir. Mais ils ont un rôle important à jouer, c'est l'éducation des militants. Et par rapport à ce rôle-là, les partis qui le font peuvent être comptés du bout du doigt. Et finalement, puisqu'il n'y a pas cette éducation-là, puisqu'il n'y a pas cette sensibilisation, le peuple se livre, comme je disais tantôt, à la jokerisation. La jokerisation, dans la jokerisation, il y a l'achat de conscience qui se passe. Mais il y a surtout la vente de conscience, dont on en parle peu. Parce que, généralement, les voix sont vendues au plus offrant et dernier enchérisseur. Ce qui fait que la politique est devenue un grand match médiatique. J'aime beaucoup le football, où s'affrontent moins des idées et des projets que des postures et des états d'âme. Il y a le recul de la démocratie locale comme critique. Parce qu'il y a peu de renouvellement, n'est-ce pas, de la classe politique. Là, je ferai une proposition, n'est-ce pas, par rapport à ça. Donc, le fait qu'il y ait peu de renouvellement de la classe politique, cela favorise la professionnalisation de la vie publique. Voilà. Parce que le loup, au bout d'un certain temps, devient propriétaire, même, n'est-ce pas, du mandat. On pourrait dire un mandat qui représente, n'est-ce pas, un titre foncier. J'ai participé souvent à des réunions où on m'a invité, je faisais des séances d'observation. Donc, dans un quartier, la réunion n'a pas débuté pendant 1 heure de temps parce qu'on attendait un monsieur, on disait que voilà, s'il n'arrive pas, voilà, il n'y aura pas de réunion. Et après, quand il est arrivé, bon, les gens ont fait les propositions. Lui, quand il a parlé seulement, on a dit que ce que lui il dit là, c'est ça la vérité. Voilà. Donc, on tombe souvent dans ces situations-là. Il y a l'arrimage de la politique avec l'exercice d'un emploi qu'il faut absolument décrier. Et tant que la politique reste pour beaucoup l'exercice d'un emploi, il serait difficile d'arriver à une gestion saine de la chose publique. En effet, certains politiciens ont fait de la politique une profession. Ils se battent pour s'éterniser à leur poste. Avec eux, libre cours est donné souvent au clientélisme, car il s'agit d'épargner, il s'agit d'épargner pour ne pas être la risée des autres. Un dernier problème que je vais souligner, avant d'attaquer la dimension intrinsèque même de la démocratie, c'est le mal transhumant. Ce que j'appelle le mal transhumant, les infidélités politiques. Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails.
Donc ce phénomène est une réalité complexe qui devient à la limite, n'est-ce pas, un quotidien. Donc des gens qui sont élus, ils font souvent faux bond. Les raisons peuvent s'expliquer, mais je pense que quelqu'un qui est élu, n'est-ce pas, à la base, avant de sortir, il doit retourner, parler de ce mandat et discuter de ce mandat, n'est-ce pas, avec la base, ce qui n'est pas toujours fait. Mais techniquement, je continue de façon intrinsèque, il y a des insuffisances, surtout de la démocratie occidentale. C'est le colportage des principes de cette démocratie libérale et son plaquage à nos réalités. Ça pose énormément de problèmes. La démocratie libérale peut-elle faire face aux questions sociales dans notre contexte? Pour y répondre, nous pensons que la démocratie libérale est insuffisamment active sur des paramètres essentiels qui régentent nos cadres de vie. Il s'agit par exemple du postulat de l'égalité, qui reste un lointain mythe. Au Mali, il y a toujours des riches, des pauvres, des forts, des faibles, des maîtres, des serviteurs. C'est des questions difficiles à résoudre avec la démocratie, n'est-ce pas, occidentale, si on ne se sert pas d'un pan entier de nos traditions. Il y a l'état de droit qui reste un principe factice, si j'allais dire. L'affirmation des libertés publiques, liberté d'opinion, réunion, liberté d'association syndicale et religieuse, cette affirmation doit pouvoir réduire les différences entre les individus en leur assurant une égale dignité dans leur mise en service, ce qui n'est pas forcément le cas. Avant-dernière chose, je vais mener une discussion par rapport à ces éléments que j'ai développés et ensuite faire quelques séries de propositions. En termes de discussion, je pense qu'il est bon de rappeler un certain nombre de réalités. Ces réalités, c'est qu'aucun État ne doit accepter de survivre avec les dictats d'un autre, encore moins d'être à sa solde. Ces différents principes, modes de régulation devaient connaître leur apogée et rejoindre, de mon point de vue, les vestiges de l'histoire. Le Mali est un État souverain, sa souveraineté est inaliénable, elle doit reposer sur le libre choix des populations par rapport à leurs options, leurs partenaires et également, n'est-ce pas, leurs intérêts. Il est bon de rappeler aussi cette réalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, nous sommes pratiquement dans une société qui est défigurée et dans laquelle la chindie s'installe. Tidjani Diakité, un grand penseur ivoirien que j'ai lu, il a écrit ce texte-là, « L'Afrique malade d'elle-même », montre avec beaucoup de précision que toutes les vertus qui faisaient la fierté des Africains, le sens de l'honneur, la dignité, la fraternité, la bravoure, sont devenues des lointains mythes. Je voudrais vous rappeler aussi Tino Achebe, qui a parlé du démagogue. Si vous lisez ce texte témoigne du comportement d'un homme politique africain qui a de grandes ambitions, qui agit par malhonnêteté, qui détourne, n'est-ce pas, des fonds, qui construit, n'est-ce pas, des bâtiments et qui se soucie peu des autres. Il n'a besoin d'eux que quand il concourt pour un suffrage. Le comportement de progrès ou qui annihilant le progrès est aussi souligné par Amadou Kourouma. Ces textes-là restent d'actualité dans le soleil des indépendances. Mais si on examine, n'est-ce pas, tout cela, une question qu'on peut se poser et qui est majeure, c'est de savoir si tout ce qui est reproché à la démocratie aujourd'hui explique aussi son inconsistance. Qu'on fasse le choix de la démocratie libérale, qu'on fasse le choix, n'est-ce pas, de la démocratie marxiste. À ce niveau, je pense qu'il est fondamental de faire la différence entre démocratie et gouvernance. Surtout le terme de bonne gouvernance, qui est un concept générique utilisé par les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale, le FMI, pour évaluer les pays pauvres très endettés. J'utilise les concepts. La démocratie est une forme de gouvernance qui ne saurait se plier forcément à la bonne gouvernance.
Parce que la bonne gouvernance, c'est des principes qui sont définis comme tels. Et ces principes-là, on peut les atteindre sans que la population ne soit satisfaite. Quand les États africains sont à la solde des programmes d'ajustement structurel, procèdent à une désétatisation, je ne parviens pas à prononcer ce mot, désétatisation, une privatisation, c'est-à-dire qu'on met l'État de côté, c'est ça la désétation, on moins d'État, plus d'entreprises privées. C'est une privatisation, c'est une dérégulation et c'est l'exclusion du plus grand nombre. Ce n'est pas la démocratie. Je pense qu'il faut interpeller, n'est-ce pas, forcément. C'est le choix des politiques. Et c'est le choix des hommes qui font face à cette situation-là. Parce que s'il s'avère que cela ne garantit pas, ces situations ne garantissent pas nos intérêts fondamentaux, il est indispensable de s'opposer. Ou bien tout simplement de négocier jusqu'à ce que, en réalité, on puisse avoir une certaine satisfaction. Les comportements des hommes politiques à la tête de l'État, leur forfaiture ne saurait se ramener à des principes démocratiques. Autrement dit, la démocratie n'est pas un système qui favorise a priori l'enrichissement des dirigeants, encore moins une caution à leur détournement. Il n'y a pas un texte qui montre, n'est-ce pas, cela. C'est pourquoi j'ai insisté sur les hommes, sur le comportement des hommes. Quand nos États sont sous l'influence des lobbies mondiaux dans le choix des dirigeants, quand nos États sont englués dans les travers, ça c'est pas un phénomène qui est connu du Mali, hein, mais c'est un peu dans l'Afrique, au niveau de l'Afrique occidentale, quand ces États sont englués dans les travers du tribalisme politique, les profanations constitutionnelles, les successions dynastiques, que sais-je encore, ce que beaucoup ont appelé, n'est-ce pas, la pseudo-démocratie. Donc, ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de la démocratie. Ce sont des situations qui s'inventent non seulement à l'intérieur de nos pays, mais aussi à l'extérieur, à travers, n'est-ce pas, le système de l'influence. Et il faut y faire face. Il faut avoir le courage de faire face à cela. Quand il y a une irruption aussi des forces de sécurité dans la vie politique pour renverser les régimes, ce n'est pas la démocratie qui est forcément en cause. C'est la mauvaise gestion, n'est-ce pas, des hommes. Voilà. C'est aussi la ruse, n'est-ce pas, des hommes. Parce que les gens gèrent mal, ils sont rusés. Ils gèrent mal parce qu'ils peuvent être incapables. Ils gèrent mal parce qu'il y a une certaine opiniâtreté de l'autre. Et on doit questionner, n'est-ce pas, tout cela. Sinon, l'armée est le garant de la démocratie et l'armée doit être le garant, tout simplement, n'est-ce pas, de notre souveraineté. Quand le pays va mal, quand les dirigeants gouvernent mal, quand il y a des détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite de la part des dirigeants, ce n'est pas forcément la démocratie qui est en cause. C'est le comportement. Sinon, si on se réfère, n'est-ce pas, à nos valeurs, je vais y revenir, ces comportements-là peuvent être considérés comme des sacrilèges. Quand la culture de l'argent s'installe dans notre pays, dans notre société, au point que les valeurs ancestrales qui caractérisaient les dirigeants, les citoyens ont tendance à s'effriter au profit du culte d'argent, ce n'est pas la démocratie qu'il faut forcément questionner. Plusieurs travaux en Afrique confirment nos allégations. Je fais allusion toujours à ce petit travail que j'ai mené au compte, n'est-ce pas, de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Monsieur le ministre Ousmane Sy, je vous salue de passage. Voilà, c'est vous qui m'avez permis de faire ce petit travail. Un ancien m'a dit ceci: le dirigeant est l'homme qui agit et doit agir de façon responsable. Il doit agir à l'intérieur d'un triangle dont les différents côtés sont l'obligation des tâches populaires à assumer, le dévouement, les capacités personnelles. Ces trois vertus sont en réalité les bases d'un meilleur éclairage de sa gouvernance. Et tant qu'il se fonde sur ces vertus, les dieux, les ancêtres l'aideront à réaliser les objectifs qu'il veut atteindre.
C'est ça aussi une valeur de notre société. Et à lui de conclure que le pouvoir en Bamanankan, c'est ça. Nyemaya e Joro Sabadi, Forobabara, Chesiri, Maya. En d'autres termes, l'exercice du pouvoir se fonde sur cette espèce de triptyque, le travail communautaire, le dévouement, l'humanisme. Le chef agit donc pour l'intérêt et le bien de la communauté. Il exhorte au dévouement, à la persévérance. Je termine par les propositions que j'ai appelées l'agi ornamento. Dans cette partie, l'accent sera mis sur la possibilité de redressement des écueils. Et je pense que si nous voulons réussir, il faut une adaptation de la démocratie à nos réalités. Cela est un impératif. Beaucoup d'auteurs ont souligné cela. Kwame Nkrumah depuis longtemps, qui dit que le peuple ne maîtrise pas son indépendance tant qu'on n'a pas donné à cette indépendance un contenu national et social qui puisse engendrer des avantages pour lui. J'ai rappelé Ousmane Sy aussi qui nous dit de tisser notre propre natte. Il faut des prérequis à satisfaire. L'éducation, la formation constituent pour moi des impératifs. Les partis politiques doivent assurer leur fonction d'éducation politique, civique et morale. Les partis politiques doivent travailler de concert, je vais dire les hommes politiques, avec les technocrates. Parce que sur certaines questions, on constate qu'il y a moins de maîtrise. Sur les questions économiques, il faut qu'un économiste puisse expliquer et ensuite quelqu'un qui doit voter au niveau de l'Assemblée puisse comprendre ce à quoi il fait face avant de prendre, n'est-ce pas, la décision. Je pense qu'il faut ramener le mandat. Fatoumata est à mes côtés, je sais ce qu'elle veut me dire. Il faut amener les mandats électifs à 1. Je ne pourrais pas argumenter trop. La sollicitation des suffrages doit se faire sur la base d'un vécu continuel avec la population pour une période minimale de 3 ans. On voit des gens qui parachutent, vous allez me permettre l'expression, qui viennent au moment des votes et parce qu'ils ont le pouvoir financier, ils sont choisis, n'est-ce pas, par le parti au niveau local. Ça, ce sont des situations qui doivent cesser. Il faut l'émergence d'une démocratie sociale à côté de la démocratie politique qui, par des prestations aux faibles, va réduire les inégalités sociales. Je ne parle pas de ces petits projets-là. Tout le monde est devenu, n'est-ce pas, entrepreneur. On est finalement dans un cul-de-sac. Il faut des vrais projets et des projets qui sont véritablement, n'est-ce pas, pensés, qui pourraient permettre voilà, l'émergence de cette démocratie sociale. Il faut l'émergence d'une justice saine, neutre, indépendante, qui agira dans le respect strict de ses valeurs. C'est extrêmement important. L'Université des Lettres a mené une étude sur les ressentiments des populations par rapport, n'est-ce pas, à la politique. Je pense que la question de la justice a été la première question qui a fait l'objet de débat. Toutes les populations elles ont dit que la justice est mal rendue, c'est pourquoi le Mali est dans des difficultés. Il faut agir avec droiture. Les citoyens doivent être caractérisés par la droiture. Cette qualité morale se traduit par 3 paramètres essentiels. Le dévouement sans calcul, l'éloignement du népotisme et l'agir avec intégrité. Il faut l'émergence de la valeur travail. Tant que le travail ne devient pas une vertu dans notre société, je pense personnellement qu'on n'a pas commencé. Seydou Badian le disait, la construction socialiste est fondée sur le travail honnête et fait avec application et conscience et la volonté de se dépasser constamment. Avant de conclure, je voudrais rappeler allègrement que pour ce 4e forum universitaire de Bamako, 2 panels seront animés, comme le disait Fatoumata. La démocratie en crise de Bamako à Moscou, de Washington à Bruxelles, la démocratie, liberté et bien commun, le dilemme malien. Dans nos différentes régions, ou les régions citées, Moscou, Washington, Bruxelles, Bamako, la démocratie est partout questionnée.
contournée, arrangée, redéfinie, suspendue, tandis que la prophétie de la bonne gouvernance est aujourd'hui en crise, y compris dans les pays dits de démocratie avancée, qui en ont fait leur mantra. Au Mali, la défense et le rejet de la démocratie cohabitent dans une certaine ambivalence. Ce qui reste une évidence, c'est que le Mali n'est pas en déphasage avec ce qui se passe dans le reste du monde. Au Mali, la démocratie n'est ni un tabou, ni un mot dangereux. Pour s'en convaincre, il suffirait de lire et de relire la Constitution du 22 juillet 2023. Dans laquelle Constitution, il y a ce passage qui apparaît. Le peuple souverain du Mali, fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, des pères de l'indépendance et de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie, l'avènement d'un état de droit, de démocratie pluraliste pour une bonne gouvernance. Il y a ce passage aussi. Le peuple décidé à promouvoir le bien-être social affirme sa volonté de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 et de promouvoir les idées de la refondation portées sur le peuple malien. Conclusion, Fatoumata. Au terme de cette intervention, nous retenons que les pays africains, à l'image du Mali, sont gérés certes sur la base d'une démocratie multipartite aux allures d'une cacophonie. D'ailleurs, Olivier Billet a fait une contribution dans laquelle il écrit « La démocratie africaine est mal partie, rectifions le tir ». C'est un livre qui est apparu aux éditions Harmattan. Mais cette démocratie peut être améliorée et nous servir de moyen, sinon de tremplin, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Là, je vais rappeler Jean Girandon qui dit ceci: il faut sauver la démocratie. C'est pour dire que la démocratie n'est pas un culte de sacre, à l'image des autres systèmes de gouvernance. Et pour répondre à Moussa Konaté, qui s'interrogeait dans une de ses dernières contributions au monde, nous dirons que l'Afrique noire n'est pas maudite. Ses nombreux atouts, en l'occurrence la jeunesse de la population, doit amener les peuples africains vers l'émergence d'une société dynamique caractérisée par la liberté, la démocratie. La démocratie n'est pas et ne saurait être la condition pour arriver au développement des sociétés. J'ai précisé, n'est-ce pas cela? Elle est un moyen, comme plusieurs autres voies. Mon cadet, professeur Belko Wologem, docteur Augustin Bomba et Françoise Diarra, finalement mes cadets ont écrit un article sur le concept, n'est-ce pas, de démocratie, où il rappelle ceci: il est temps pour le Malien de questionner les coutumes et les traditions en vue de leur faire sortir des éléments qui peuvent constituer des référentiels pour le choix d'un nouveau paradigme de démocratie, dans la mesure où les sociétés n'ont pas les mêmes présupposés historiques. Logiquement, elles ne pourront pas adopter le même modèle de gouvernance. Voilà. Belko est là. J'ai tiré, n'est-ce pas, cela, ça m'est cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est la continuité aussi d'une pensée développée par le ministre Ousmane Sy. Donc, vous avez proposé un modèle de démocratie qui est appelé Benkan Fanga, dans lequel modèle le peuple reste le véritable détenteur du pouvoir. Sa participation aux prises de décision qui engagent l'avenir et la société, vous dites que cela est nécessaire. Et fort de tout cela, je pense que, quel que soit le modèle qu'on va choisir, il faut que nous essayons d'enrichir ce modèle-là, l'adapter à l'aune de nos valeurs, pourquoi pas, à l'aune également de nos principes de vie. Ce modèle doit être vivifié pour réduire les inégalités et créer tout simplement un mieux-être. Je vous remercie.